Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode et salut Olivier. Salut Julien. Merci de me recevoir dans ton Airbnb loué pour 2 nuits. Absolument, merci de me recevoir dans ton podcast. Avec grand plaisir. Alors Olivier de Montfaucon. Absolument. Est-ce qu'il y a une particule ou pas ? Non, il n'y a pas de particules. Non, il n'y a pas d'héritage magnifique à prendre. Il y a pas. Non. Mais parce que mon père est suisse en fait. Ok, donc en Suisse ils ont tout. Ouais, en Suisse il n'y a pas eu l'histoire du coupage de tête et de ça aurait pu la être particule. de Montfaucon en 3. Il y aurait eu, mais en plus il y a un village en France qui s'appelle le village Montfaucon. À un moment on s'est dit peut-être que c'est le nôtre. Peut-être que la famille vient de là-bas. Absolument, peut-être qu'il y a un billet à prendre, un truc, tu vois. Et il se trouve que absolument pas. Non, c'est pas cher au mètre carré là-bas ? Je me suis pas renseigné. Je regarde pas trop le marché français, okay. Mais je sais qu'il y a éventuellement un truc à nous qui traîne en France. Je reste, ma boîte mail reste disponible éventuellement. Ok, t'es en alerte. Ok. Bon, écoute, je suis content qu'on se soit rencontrés, enfin qu'on ait échangé, qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc déjà, merci de vous faire le déplacement de ton Espagne adoptive jusqu'à Toulouse. Non, vraiment, c'est un plaisir. Même si je pense que Toulouse est une des villes en France qui ressemble le plus en Espagne dans l'esprit un peu sudiste, on va dire, et fêtard. Ouais, alors j'ai pas eu le temps d'expérimenter ça fait que 2 petites journées que je suis là. Après sur le côté architecture, soleil, bienveillance des gens, effectivement il y a un lien avec l'Espagne. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très loin, on a toujours tendance à dire à Toulouse pour nous rassurer, parce que comme on n'a rien, on n'a pas la mer, on n'a pas, tu vois, en vrai on n'a rien, mais on se dit toujours on est à 1 heure de la mer, 1 heure de la montagne, 1 heure de l'Espagne. Bon, et 1 heure de l'Andorre pour les fumeurs et les gros buveurs. Ouais, c'est donc, ça, exactement. Exactement. Bon, en tout cas, attends, je te coupe, mais tu dis on n'a rien. Mais ça, c'est typique des gens qui vivent longtemps toujours sur la même zone. Moi qui ne vis pas ici à Toulouse et qui suis là depuis 2 jours, vous avez une. Alors, moi, c'est l'upgrade positif par rapport à là où j'habite. Vous avez un immobilier incroyable en termes d'esthétisme. Ah oui. Alors, ça ne s'appelle pas haussmannien, mais on est vraiment dans le style, quoi. Je trouve ça vraiment magnifique. Et ça, c'est un gros point noir de là où on habite, c'est la propreté, quoi. La propreté et le civisme, moi, je trouve les gens particulièrement propres, bien éduqués, avec beaucoup de civisme. Et c'est hyper appréciable d'être dans une grande ville où il y a beaucoup de gens, mais on se rend compte que la majorité des gens, ils se comportent bien et que ça se passe bien, quoi. Mais c'est fou ce que tu dis, parce que j'ai en tête que sur des Airbnb qu'on a là à Toulouse, tu vois, quand on reçoit des voyageurs de partout dans le monde, et effectivement, les Espagnols sont souvent les plus casse-couilles quand on les reçoit, tu vois. Désolé pour les Espagnols qui nous écoutent, les plus revendicateurs, tu vois, c'est-à-dire ceux qui se plaignent le plus et qui en font un peu le moins, voilà. Alors que c'est la réputation des Français. C'est la réputation des Français à l'étranger. Absolument. Et pourtant, nous, de toutes les nationalités qu'on a, les Espagnols sont souvent, tu vois, ceux qui vont nous embêter le plus, aller sur un petit détail, tu vois, te faire un... Moi, je pense avoir une explication à ça. Je pense que c'est purement financier. Je pense que moins t'en as, plus t'en demandes. Enfin, moins t'as d'argent, plus la notion de rapport qualité-prix est importante. Des Espagnols, alors après, tu sais, l'Espagne, c'est aussi vaste que la France. Un Espagnol du Pays Basque espagnol, c'est quasiment la France, sur l'argent qu'ils gagnent, sur la manière de gérer les choses. C'est des gens qui sont très droits, qui sont très performants. Tu compares à un Espagnol d'Alicante ou de Séville, alors déjà, c'est pas le même revenu, et c'est pas du tout la même manière non plus de vivre, et ils n'ont pas la même exigence. Moi, je pense que c'est directement lié au pouvoir d'achat général des Espagnols. Ils viennent à Alicante. Pour eux, c'est pas un sacrifice, mais ils ont dû prévoir ce voyage de par les revenus mensuels qu'ils ont. Mais c'est aussi l'énorme marketing de la France qui est hyper bien fait. C'est le même problème que les Chinois qui vont à Paris. Ils adorent la France tant qu'ils ne sont pas arrivés à Paris. En fait, je pense que les Espagnols, ils ont un peu ça. Ils trouvent que la France, c'est génial. Moi, je connais des Espagnols. Beaucoup me demandent, mais qu'est-ce que tu fais en Espagne ? Parce qu'en fait, ils rêvent la France. Mais c'est les pubs, le marketing, le parfum, la mode, la nourriture, tout ça. Et quand ils arrivent sur place, je pense qu'ils se mettent à un niveau hyper haut, mais ils n'en demanderaient pas 1/10 dans leur pays. Mais parce qu'ils estiment que dans leur pays, oui, tout est moyen, tout n'est pas terrible, mais là, on va dans un pays de ouf, et là, attention, ça va être génial.
Mais sauf que la vraie vérité, c'est que oui, il y a une vraie marche de qualité entre la France et l'Espagne. La France est beaucoup plus qualitative que l'Espagne. Mais je pense qu'en fait, ils se mettent un truc en tête. Je comprends. Trop d'attentes. Mais tu sais, c'est comme les Français qui vont à Dubaï. Les Français qui vont à Dubaï, ils se disent putain, la sécurité, c'est génial, c'est propre, c'est machin. Si un jour, ils oublient le portefeuille sur la table et qu'on ne les a pas appelés 20 minutes après pour leur rendre, ils disent putain, moi, on m'avait dit que Dubaï, c'était hyper sécure et tout. Ouais, mais mon pote, t'habites à Paris, tu t'es fait voler ta trottinette 8 fois dans le mois. Tu vois, alors oui, c'est plus sécure à Dubaï, c'est plus machin, mais ça reste une ville avec plein d'habitants, plein de machins. Donc, bon, voilà. Mais ouais, je pense que les Espagnols sont. Après, il y a aussi. Mais ça, je ne sais pas si c'est pas français non plus. Et je ne sais pas si c'est pas humain de manière générale. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus facilement capables de demander un effort à l'autre que eux de l'offrir. Et à partir du moment où ils payent, même très peu, c'est nous les clients, c'est nous qui vont payer, quoi. Et oui, mais t'as payé tellement peu que oui, alors t'es le bienvenu. Oui, on fait le maximum pour que ça se passe bien, mais jusqu'à un certain niveau, en fait. Jusqu'au niveau où t'as payé, en fait. La fameuse relation qualité-prix, quoi. Bon, écoute, on mettra ça sur le côté humain plus qu'espagnol. Et je referai mes stats un peu avec les conciergeries avec qui on travaille. Mais, donc toi, t'es français ? Ouais, je suis né en France, ouais, à Antibes. T'es né en France à Antibes. Tu peux nous raconter un peu ton parcours et surtout nous dire qu'est-ce qui a fait que t'as atterri en Espagne et tu vas pouvoir nous parler aujourd'hui justement d'investissement immobilier en Espagne parce que c'est le sujet de l'épisode. Ouais, alors avec plaisir. Alors moi je suis français, je suis né en France, je suis né à Antibes. Alors parents étrangers, ma mère est pied noir et mon père est suisse, mais culture française pied noir et d'Algérie. Algérie, comme la mienne. Quel côté ? À Oran. Oran, moi aussi. Ouahran. Ah bah très bien. Donc ouais, je suis né à Antibes. Bon, petite enfance à Antibes tranquille. Ensuite, on est monté au Mans par rapport au poste que mon père avait au Mutuel du Mans Assurance. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Je m'étendrai pas sur le sujet, mais effectivement, tu vois, regarde, quelques années après, enfin tu vois, moi ça fait 14 ans que je vis en Espagne. Le fait est que je suis parti de France parce que j'avais pas une énorme, j'avais pas une vision très bonne de la France, sur il y a 14 ans, sur son présent et sur son futur. Donc je me suis dit, il y a des bonnes opportunités ailleurs. Puis j'étais jeune, tu sais, quand tu pars et que tu as une vingtaine d'années. Et 14 ans après, t'es rassuré sur le futur ? Alors, vraiment, tu veux qu'on en parle ? Je sais pas. Très brièvement, alors franchement, moi, je regarde pas trop les nouvelles françaises. Je pense que c'est plus du yang dans le cerveau que du yin, tu vois. Et que même si c'est très compliqué de vivre, admettons que ça soit très compliqué de vivre en France, que ça soit fiscalement, que ça soit en termes de sécurité, que ça soit en termes de cohabitation et tout ça, quoi qu'il arrive, ça ne me concerne pas et ça ne me concernera jamais. Donc, pourquoi ? Enfin, je veux dire, toi, t'es français, est-ce que tu te renseignes tous les jours sur la vie des femmes en Irak ? Non. Et parce que tu sais que ça ne croisera jamais ta réalité, quoi. Et pourtant, on a conscience que c'est probablement pas terrible. Ouais. Alors, est-ce que je suis rassuré ? Alors moi, je connaissais pas du tout Toulouse. Je suis venu à Toulouse. C'est ce que je te disais là précédemment. Je trouve que la ville est magnifique. Je trouve que les gens sont très agréables. Je trouve qu'on mange super bien. Oui, mais Toulouse, c'est pas la France. Voilà. Nous, on est tous toulousains. Ouais, ici, mais pas tu français. vas en Corse, on dit c'est pas la France. Tu vas à machin, Bien tu sûr, vas dans le mais Nord, bien on sûr. dit c'est pas On la est tous France. chauvins. Alors, mais dans ce cas-là, faites des autonomies. Faites comme en Espagne. Vous faites une autonomie, un truc. Et d'ailleurs, si Toulouse devient une autonomie qui n'est plus la France, à voir si je mets pas un billet pour acheter un appart, un immeuble de rapport, un truc. Tu peux acheter celui-là et le refaire entièrement. Ah ouais, absolument. Ouais, et changer aussi les petites. Ouais, absolument. C'est vrai que la déco est un peu. Pour ceux qui nous regardent un peu sur YouTube, on a des jolis. Bon, c'est vrai que c'est un peu rustique. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, tu sais que effectivement, l'Espagne, c'est très identitaire sur les régions. Absolument. La France, ça l'est, mais plus par chauvinisme et pour se faire mousser, parce qu'en vrai, il n'y a pas de gouvernement breton, il n'y a pas de gouvernement basque, il n'y a pas de gouvernement occitan, même si, ici, il y a des radios qui sont 100% en occitan, il y a des chaînes de télé, genre France 3, qui ont des éditions régionales, il y a des émissions qui sont 100% en occitan, et tu peux apprendre l'occitan à l'école. Mais en fait, économiquement, ça sert à rien, très clairement. Voilà. Les enfants l'apprennent à l'école ? Non, mais tu peux. Il y a des écoles. Une option. C'est une option, il y a des écoles, mais pas toutes. Mais tu vois, regarde, c'est beaucoup moins strict, on va dire, et je trouve que ça respecte encore assez les libertés parce que finalement, ça veut dire qu'il y a des langues autres que le français en France, on respecte la diversité, mais on t'oblige pas à l'apprendre. Tu as la possibilité de l'apprendre. Bon, pour faire plaisir à Pépé Mémé, pour échanger le dimanche après-midi autour du cake que Mémé a fait. On lui sort 3 mots en occitan ou en machin, ça lui fait plaisir. Mais par exemple, pour parler de l'Espagne, si tu veux être prof en Catalogne, donc toute la région de Barcelone, tu es obligé de savoir parler catalan. Mais tu es obligé, c'est-à-dire que tu peux être un excellent prof à Madrid,
on ne t'enverra pas dans cette région-là parce que tu ne parles pas le catalan couramment. Quoi, Oui, parce que c'est la langue officielle de la province. Oui, sauf qu'en fait, en Espagne, on parle pas l'espagnol, on parle le castellano. Ça rejoint la politique espagnole, c'est qu'il y a des lois nationales et ensuite il y a des lois d'autonomie. Mais celle qui prime, c'est d'abord la loi nationale. Et qu'on est dans un pays en Espagne, on parle castellano. Donc après, si tu as envie d'apprendre le catalan ou les euskari ou machin, tu fais ce que tu veux. C'est comme apprendre le piano ou la guitare, tu vois. C'est une branche en plus, enfin c'est une corde en plus, tu vois. Mais de là à dire, si tu passes pas par ça, du coup, tu n'as pas ce que tu veux, c'est un peu dictateur. Mais de toute façon, tout ce qui se passe, du coup, j'allais te reposer la question, mais est-ce que tu suis ce qui se passe en Catalogne? C'est près de la France. Mais par exemple, tout ce qui est, en espagnol, on dit les ocupas, les gens qui s'incrustent dans ton logement, alors ils ont eu la bonne ou la mauvaise idée d'élire des politiques qui sont gauche, mais c'est même plus une gauche, c'est du communisme. C'est des gens, mais ça s'est fait aussi sur le terreau de gens qui n'ont pas grand-chose et qui n'ont jamais eu grand-chose, qui se lient et qui font la chasse aux riches, aux gens qui ont. Sauf que tu es payé pour le savoir. Tu peux être multipropriétaire sans être blindé. Oui. Parce que la majorité de l'effet de levier, tu l'as fait à la banque, tu le seras dans 20 ans, mais pour le moment, tu te fais un petit cash flow de 300 balles, c'est pas ça qui va te permettre de rouler en Ferrari, tu vois. Et donc en Catalogne, il y a un peu ce truc de les riches contre les pauvres. Alors c'est hyper simpliste comme logique, parce que en fait, toi, quand tu fais un effet de levier, tu es sur la pente de la richesse, mais tu es au début du chemin et que je ne peux pas te considérer comme riche alors que tu as fait ton crédit hier, c'est-à-dire que tu dois 99,9% à la banque, tu vois. Mais eux, c'est le problème de toutes les logiques qui sont trop simplistes, c'est qu'on oublie tous les détails qui font le sel du concept, quoi. Et donc, par exemple, en Catalogne, tu peux acheter un immeuble de rapport, on peut te le squatter. Si malheureusement, il y a un ou deux enfants qui traînent parmi les familles qui ont squatté, mais là, mais va te promener, va voyager dans le monde et reviens dans 5 ans, dans 10 ans, à voir si la justice locale, parce que ce n'est pas le gouvernement national, c'est la justice locale, veut bien te rendre ton bien. Et en attendant ça, évidemment, la banque, elle n'en a rien à foutre que tu n'aies pas les loyers qui sont prévus. Toi, tu as pris un engagement envers la banque qui est de rembourser, je sais pas, 1 500 € par mois, sauf que toi, pendant 5-10 ans, tu n'as pas les loyers, il faut que tu assumes. Et c'est aussi pour ça qu'il y a... Moi, je connais beaucoup d'investisseurs qui choisissent les lieux d'investissement. Le premier prisme, c'est la politique. À qui on va avoir affaire? Est-ce que c'est des gens qui vont prendre notre parti? Est-ce que c'est des gens qui vont être ni pour l'un ni pour l'autre? Ou est-ce que c'est des gens qui vont être par principe, parce qu'on représente le capitalisme, le mal, contre nous? Et ça joue complètement, parce que dans les investissements, l'argent, c'est le nerf de la guerre, quoi. Mais effectivement, comme tu le disais, l'Espagne, c'est multiculturel, dans le sens qu'ils ont tous quelque chose qui revendiquent très fort, parce que les Espagnols, moi, je les adore. Je vis dans leur pays depuis 14 ans, donc si je me sens... Je te l'ai dit qu'ils étaient revendicateurs tout à l'heure. Oui, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais de toute façon, t'as déjà été en Espagne. Ah bah oui. Moi, ma mère, elle s'appelle Garcia, hein. Donc tu vois, elle est pied-noir espagnole. Donc sa langue maternelle, c'est l'espagnol. Est-ce qu'elle est passée en Espagne avant de rentrer d'Algérie? Elle n'a pas vécu en Espagne. Par contre, moi, j'ai passé toute mon enfance en Espagne parce que mes grands-parents étant pied-noir espagnol, ma mère étant pied-noir espagnol, on allait en vacances non pas en Algérie, parce qu'après la guerre, c'était un peu plus compliqué. Bien sûr, évidemment. Mais on allait en vacances, du coup, en Espagne. Où? Bon, on était là, la Escala, mais qui n'était pas ce qui c'est aujourd'hui, tu vois, encore plutôt en Catalogne. Et on restait toujours plutôt vers la Catalogne. Et après en Andalousie aussi. Okay. Je me demande pas où exactement, moi j'ai plus exactement les noms, mais Andalousie et Catalogne. Ok. Je suis jamais allé à Madrid, j'ai fait beaucoup de villes en Espagne. Quand je vais au Portugal en voiture, évidemment, je traverse toute l'Espagne aussi, comme tout le bon portugais. Avec moins de mal que les Marocains sur la voiture quand même. Mais on prend la même route. Ouais, mais ce qui te permet de te faire moins arrêter aussi, quoi. Je veux dire, tu ramènes moins de chaussettes au pays, mais tu passes plus vite au péage. C'est vrai. Mais on prend tous la même route pour descendre dans le sud. Choix, hein, absolument. Les Andalous, les Portugais, les Marocains, on prend tous la même route. Donc voilà. Mais oui, je connais l'Espagne. J'ai bossé aussi pas mal avec des Espagnols sur des joint ventures. Mais je connais la culture. Juste une petite truc. Et franchement, je pense que si les Français étaient dans cette position, je pense qu'on penserait la même chose. Ils ont la même logique que les Américains. En fait, les Américains, ils se disent mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder à apprendre une autre langue? Notre langue, c'est la langue mondiale. L'espagnol, c'est évidemment pas que l'Espagne, c'est l'Amérique latine, c'est l'Amérique du Sud. Beaucoup parlé dans des millions. Alors quand on dit est-ce que tu vas apprendre l'italien? Je crois que c'est chinois, espagnol et anglais, il me semble. C'est plus que, je sais pas si c'est pas plus parlé que l'anglais. Hein. Ouais, bon, chaque année il y a des guerres entre le chinois qui est un peu plus accouché que l'américain, le machin, le truc. Mais globalement, les Espagnols, ils partent de ce principe-là en fait. Ils se disent mais nous on a une langue qui est hyper forte. D'ailleurs, tu vas en Floride. À Miami. Moi, plus de gens qui parlent espagnol qu'américain. Absolument, mais il y a plus de 50% et tous les business sont c'est des latinos, ils les appellent les latinos là-bas, quoi. Donc oui, ils ont une langue hyper forte. Après,
pour revenir sur le sujet, enfin sur les Espagnols, sur comment ils sont, sur les différentes régions, sur la manière d'être et tout, de manière générale, si on peut parler de manière générale sur le pays, bien qu'après il y ait plein de petites exceptions, les Espagnols, c'est des Latins en fait. Enfin, toi, tu es venu en Espagne. Moi, à chaque fois qu'il y a des amis et la famille qui vient, quand on va au resto, moi, je me suis habitué, mais il y a un bruit incroyable. Faut crier pour se parler. Enfin, c'est un vacarme total. Moi, j'habite avec ma famille en centre-ville, donc dans la communauté de Valence, enfin dans la région de Valence. Entre le mercredi, enfin entre le lundi et le mercredi, globalement, tout se passe bien. C'est assez calme parce que les gens ont un impératif professionnel le lendemain. Alors, il faut savoir que le vendredi en Espagne, on bosse jusqu'à 11h, 11h30 du matin. C'est-à-dire que c'est une petite demi-journée. Ce qui te permet, si le jeudi soir, il y a un anniversaire un peu sympa à faire, tu peux y aller sans dire je rentre à 23h parce que demain je bosse, quoi. Et alors, moi, c'est ce qui m'a charmé au début, c'est que c'est des gens qui sont pleins de vie. Mais dans le plein de vie, c'est ça crie, c'est ça chante dans la rue. Enfin voilà, c'est des gens qui sont pleins de bonne humeur. Ils n'ont aucune retenue. Et moi, ça, tu vois, alors qu'on est à Toulouse, on est dans le sud de la France, donc on est plus latin que si on était à Roubaix, tu vois. Les gens, quand tu passes à côté d'eux, ils se décalent. Quand ils parlent entre eux, tu sens que c'est vraiment une conversation privée, tu vois. En Espagne, ils peuvent être deux, tu peux être à l'autre bout du resto, t'entends ce qui se dit. Et il n'y a aucune gêne entre ces deux qui maintiennent la conversation parce que c'est comme ça. Et même les gamins, moi j'ai un fils qui a 16 mois, là, quand on l'amène à la garderie. Bon, alors, moi, je trouve ça génial parce que je trouve que c'est l'ambiance que je veux donner à mon gamin. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de parler, on n'est pas timide, on s'amuse, on rigole, on machin. Mais putain, quand t'amènes ton gamin à 10h à la garderie et que c'est une explosion, un truc, à un moment, t'as envie de dire attendez, les gars, on n'est pas non plus en rave. Ça reste une garderie, tu vois. Mais en même temps, je me dis si je dois choisir un extrême, c'est-à-dire entre quelqu'un qui est trop joyeux, trop vif, trop rigolo, versus quelqu'un qui est trop triste, trop chiant, trop machin, je prendrais quand même le mec qui me fait rigoler et qui est machin. Même si de temps en temps, je trouve que c'est un peu trop. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu les Chinois de l'Europe ? Parce que j'ai déjà allé en Chine, mais... Non, j'ai pas été en Chine. Les Chinois, ils sont nés comme ça aussi, ils sont en mode plus... C'est vrai, ils sont funky, Non, ils sont pas funky, mais par contre, ils parlent très fort. Ils respectent pas trop ce qui se passe à côté. Moi, je sais qu'ils crachent. Oui, alors ils crachent, ça c'est clair. Moi, je les ai vus dans le métro. Je peux te dire, prendre le métro à Shanghai, c'est quand même une expérience. Non, mais ils crachent dans le métro. Ah, mais ils crachent partout. Avant de cracher, t'entends d'où ça vient, tu vois. Nasal et tout. Non, mais horrible. Vraiment. Non. Et non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu dis, tu vois, quand tu parles, prends l'exemple, ils sont au resto, les Espagnols, ils crient, etc. Et puis peu importe, en fait, ils sont dans leur groupe et ils font du bruit dans leur groupe, peu importe si à côté c'est calme ou si y a un mec qui est en train de lire un bouquin. En fait, les Chinois, c'est ça. C'est clairement dans le métro. Tu vois, si tu fais Chine et Japon, par exemple, tu fais d'abord Chine, après Japon, bon, c'est le jour et la nuit. Au Japon, t'as pas un bruit dans le métro, tout le monde a ses écouteurs, t'oublies ton téléphone, il y a un mec qui te court après faire 5 km pour te le rendre. En Chine, c'est la guerre, il y a une place qui se libère, comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde, parce qu'ils sont, la bagarre. Je sais pas, 1,3 milliard ou 1,4 milliard, comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans le métro, du coup, dès qu'il y a une place qui se libère, que tu sois enceinte ou pas, c'est la bagarre, je te jure, mais vraiment la bagarre, et tout le monde regarde sa vidéo sur le téléphone, c'est comme les jeunes d'aujourd'hui dans la rue, tu vois ce que je veux dire, qui regardent avec le son à fond. Mais sauf que t'as 10 mecs autour de toi qui regardent leur propre vidéo avec le son à fond sans les écouteurs, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème d'éducation ou alors que c'est culturel ? Moi, je pense que c'est culturel. Ils sont habitués à ça. Et donc, du coup, quand ils arrivent ici... Attends, culturel, regarde. Alors, attends, je reprends le fil. Moi, ma mère pied noir, côté culturel de la France, on n'y est pas totalement. Enfin, j'ai une éducation à la française, mais il y a un petit côté un peu oriental de là d'où tu viens, forcément, tu vois. Moi, ma mère, quand je parlais trop fort dans les transports en commun, un truc, elle me disait Olivier, mais ferme ta gueule, tais-toi. Parle moins fort, tu vois. Moi, ma mère, elle me l'a dit 800 000 fois. Ça, parce que tu t'adaptes à la culture du pays dans laquelle tu es et finalement dans laquelle, parce que tu vois, ta mère, elle est pas née en France, donc elle a peut-être ses origines et cette éducation au départ, elle est peut-être pas restée très longtemps du coup en Algérie. À 3 ans, elle est partie. Il y a eu donc finalement, sa culture, elle est quand même culture française. Et un Chinois qui est né en Chine, il agit comme ça en Chine, mais... Alors, oui, mais alors la question, c'est alors les Chinois chez eux, ils se comportent comme ils se comportent et on n'a rien à dire parce qu'ils sont chez eux. Le problème, c'est quand ils s'exportent. Et quand ils s'exportent, c'est la problématique, c'est qu'effectivement, ils vont aussi peu respecter l'autre. Mais pour eux, c'est pas de l'irrespect, c'est ça le truc. C'est ça, exactement. C'est qu'il y a un clash des cultures. Bon, après, on fait pas un épisode sur la culture. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, on est sur un guide du routard. Là, ça n'a plus rien à voir. Non, puis voilà. Donc, c'est pas grave, nouveau concept. Non, mais moi, on va finir sur ça. Voyagez, voyez du pays, faites-vous votre propre avis et vous verrez qu'en fait, effectivement, quand on parle du choc des cultures, ça existe. Et déjà, d'un pays à l'autre, parce qu'on le voit là, on est à 1 heure de l'Espagne et déjà, il y a un gros choc culturel. Si on va en Italie, c'est pareil, c'est encore différent. En Allemagne, n'en parlons pas, c'est l'antipode de l'Espagne. Donc voilà. Bon, du coup,
Toi, t'es arrivé à 14 ans, il y a 14 ans, pardon, pas à 14 ans. Tu t'es arrivé à 14 ans, parachuté, tes parents. Absolument, ils m'ont laissé, ils se sont dit, il devient un peu fatigant, donc on va lui laisser... On lui a laissé une tortilla et puis du jamon. Absolument. Il se démerdera, il est pas si con que ça, il y arrivera. Donc il y a 14 ans, t'es arrivé en Espagne. Alors, qu'est-ce que t'as fait en arrivant là-bas? Tu bossais pas? Ouais, alors moi, juste petit feedback, pourquoi je suis arrivé en Espagne. Alors, rapidement, scolarité pas incroyable. Je pense pas par coefficient intellectuel, enfin, je comprenais le message qui passait, plus par désintérêt. C'est aussi pour ça que tu vois, je me vois pas revenir en France. Pour moi, ça s'est assez mal passé, mais je trouve que la méthode est pas bonne. Je trouve que les personnes ne sont pas forcément non plus les bonnes. Et c'est pour ça que je trouve ça génial maintenant ce qui se passe en ce moment sur Internet, c'est que les gens qui font des formations, les gens qui font des podcasts, des trucs et tout, en fait, ça a été des faiseurs avant d'être des expliqueurs, tu vois. Et que moi, je trouve ça génial en fait. Et que la théorie, oui, pour apprendre à écrire, à parler, ok, mais à un moment, il faut passer à l'action. Non mais attends, moi je me rappelle, j'ai eu des profs d'espagnol, mais maintenant avec le niveau d'espagnol que j'ai après 14 ans, je me rappelle qu'elle a dû passer 2 semaines à Benidorm, qu'elle a dû avoir son diplôme, elle parlait espagnol avec un accent de ouf, et tu vois, et tu dis, et c'est elle qu'on met en avant, tu vois. Et puis c'est elle qui a l'autorité c'est moi la prof d'espagnol. Donc ça n'a pas été une expérience incroyable, et vu que tu passes quand même la majorité du temps en scolarité à l'époque, quand tu as 16 ans, 18 ans, tu as tendance à croire un peu que la scolarité c'est le monde dans lequel tu vis en fait, parce que tu n'as pas d'autre chose, tu n'as pas de vie professionnelle, c'est simple, tu as ta vie familiale et les études. Bon, il se trouve que si la vie scolaire se passe mal, il se trouve que la vie familiale est assez liée à ça. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas de chenille à la maison quand tu ramènes un 2 en maths. Mais effectivement, mais tout est lié. Mais donc du coup, en fait, tu rentres un peu dans une spirale de dire c'est un peu que de la merde et que même à cet âge-là, c'est pas dit que tu aies les bonnes réponses, mais tu dis c'est nul parce que ça. Et que à ce moment-là, je me suis dit il y a certainement autre chose à voir. Je me suis dit c'est pas possible que tout le monde soit aussi nul. Et puis, il y avait déjà Internet. Enfin, tu vois, j'ai 36 ans, donc 14 ans, tu vois, je suis pas. On avait passé le Minitel déjà, évidemment. Il y avait déjà des gens qui étaient très inspirants, des gens qui disaient putain, mais ouvre la porte et puis va chercher d'autres choses. Prends pas simplement ce qu'on te donne dans l'assiette. Mais après, faut se bousculer parce que moi, quand j'étais chez mes parents, donc pas de problème d'argent, pas de problème de sortie, j'avais tous mes potes sur place, machin, truc et tout. Faut se bousculer quand tu prends le billet d'avion et que tu te lèves tout seul à 6h du mat, tu vas dans un pays. Moi, à l'époque, je parlais pas espagnol. Je suis parti tout seul. Mais bon, mais voilà, tout ça pour dire que c'était très légitimé. Sans projet? Alors, le premier projet, c'était de voir autre chose. Et pour subsister dans le pays dans lequel il fallait bosser, tu vois. Mais j'étais en âge de bosser. Donc, mais tu n'avais pas de projet déjà acté de te dire je vais faire ça, j'ai déjà targeté un employeur? Ah non, pas du tout. Enfin, j'avais fait de recherches sur Internet et tu te rends compte que le plus gros recruteur sur Madrid des francophones, moi à l'époque c'était Téléperformance, voilà, et qui disait bon alors c'est pas hyper excitant comme boulot, mais très formateur par contre. Mais non, puis surtout tu rentres et tu tombes sur des plateaux. Alors tu as été l'opérateur ou pas, moi j'étais en desk, j'étais pas au téléphone, mais surtout t'arrives le lundi à Madrid, tu connais personne, tu fais l'entretien le mardi, ils ont tellement besoin de main d'œuvre que tu commences le mercredi, et le mercredi tu te retrouves avec 80 de Français de ton âge qui ont pas d'autres, ils n'ont pas une perspective plus loin que la tienne, mais là pour le moral c'est autre chose, tu vois, parce qu'on sort, on va boire un verre, on parle, on se fait des soirées, des barbecues, des trucs et tout, et puis c'est là que commence un peu la life. Faut être un peu sociable, parce que moi j'en ai connu aussi plein qui sont repartis aussi vite qu'ils sont venus. D'ailleurs à chaque fois qu'on les voyait, on disait ça va, ouais mais bon, chez moi c'était mieux, chez moi il y a ça, chez moi il y a ça, chez moi il y a ça. Et d'ailleurs, je pense que peu importe les pays, quand les étrangers, alors je parle de la France, mais je parle de l'Espagne ou je parle de n'importe quel pays, quand tu es étranger dans un pays et que tu passes ta vie à expliquer que c'est mieux chez toi, faut rentrer. Mais rentre chez toi dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune obligation. Et puis, tu viens avec des bonnes ondes et l'envie, les portes vont s'ouvrir et ça va fonctionner. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il faut y aller avec un bon esprit. Si tu arrives et que tu es déjà fatigué, rentre chez ta mère parce que tu as à peine commencé et puis même ça te gonfle d'être avec quelqu'un qui a pas envie, qui est tout le temps fatigué, qui a pas d'idée, le moindre truc puis qui crache sur le pays dans lequel il est allé. Moi j'ai vécu ça, j'ai vécu 5 ans au Canada, du coup j'ai vécu ça là-bas. Beaucoup de Français qui y vont parce que ça attire beaucoup le Canada, ça attire beaucoup de Français, puis, surtout le Québec parce qu'on parle français et comme les Français sont quand même archi nuls en anglais, autant que les Espagnols, du coup, que les Italiens, même les Italiens pire je crois, mais on est vraiment nuls, on le sait, en anglais. Non, je sais pas si on le sait, mais en tout cas je sais qu'il y a des gens qui en sont conscients, c'est sûr, que ça empêche de voyager même, et du coup ils
vont beaucoup au Québec, forcément, les Français, c'est plus facile. Et en fait, effectivement, tu veux, l'accent québécois, pour eux, ça devient risible. Des trucs de la bouffe, ça devient risible parce que bon, là, c'est quand même le clash des cultures. Enfin, l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est quand même assez différent. Et effectivement, ces gens-là sont souvent beaucoup dans la critique, finalement, et essayent d'adapter un peu l'environnement à eux plutôt que de eux s'adapter à l'environnement local, tu vois. Et effectivement, ça dure jamais très longtemps. Parce que si tu t'épanouis pas, au bout d'un moment, il faut que tu rentres. Voire, tu te sépares avec ton conjoint si tu es parti là-bas, parce que lui ou elle s'adapte et pas l'autre, tu vois. Absolument. Ah bah c'est une épreuve pour le couple, tu vois. Et moi, je suis arrivé, j'étais célibataire, machin, donc j'avais que moi à assumer. Là, maintenant, je suis en couple, j'ai un enfant, ma femme est enceinte, machin. Donc... Et maintenant, je pense différemment de comment je pensais au moment où je suis arrivé. Mais après, le truc, quand tu vas dans un... Enfin, en partant du principe qu'il n'y a aucun pays qui est parfait, en fait, le problème, c'est qu'il faut trouver la proportion qui va. Moi, je vis en Espagne et je suis le premier à dire, on se sent très bien en Espagne. Et ça, c'est 98% de mon discours. Par contre, c'est pas parce que je me sens très bien en Espagne et qu'on y est et qu'on va y rester et que... qu'on n'a pas le droit de dire aussi que ça, c'est pas terrible et que ça, c'est pas terrible. Tu vois, on n'est pas dans un monde de blanc ou de noir. Après, si 98% de ton discours, c'est effectivement que du négatif, arrête d'être maso. Dans ce cas-là, rentre chez toi. Ou alors choisis un autre pays. Tu vois, donne-toi la chance d'aller dans un pays qui te paraît, je sais pas, moins bruyant, moins sale, moins truc. Mais effectivement, faut pas rester sur un échec et faut pas parce qu'en plus ils se l'échangent le samedi soir entre amis expats, parce que c'est toujours la même chose. Tout le monde est toujours d'accord. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils ont les conversations. Moi, j'en connais beaucoup, mais c'est les conversations où même tu te dis pourquoi on en parle parce que tout le monde est d'accord. Tu sais, à un moment, on va parler 4 heures d'un truc où tout le monde est d'accord. Tu dis bon, quand il y a aucune contradiction, tu vois, puis à la fin de la soirée, tu te dis bon, bah allez, on rentre bien chez vous. On a bien chié sur le pays dans lequel on est, tu vois. Ou alors tu fais un choix, mais là aussi, il faut avoir un peu, tu vois, les cojones d'assumer le truc. Moi, je connais des gens qui sont en Espagne et pas parce qu'ils aiment l'Espagne, mais parce qu'ils vivent à Andorre. Et à Andorre, ils payent pas d'impôts. Et ils disent, mais nous, alors Andorre, tu vois ce que c'est ? C'est une vallée. Je vois très bien, ouais. Et une vallée, t'as 10 magasins, 5 pour les clubs, 5 pour l'alcool, sinon il se passe rien. Un peu de hi-fi. Donc c'est comme au Pertus version... Il y a une station de ski qui est pas mal. Après ces longues minutes à discuter de culture, de la Chine, des différences culturelles entre l'Espagne, la France, d'autres pays du monde et on va dire le parent pauvre de l'Europe, le Portugal. On est prêt maintenant avec Olivier, on est prêt à aborder le sujet principal du jour qui est l'investissement immobilier en Espagne. Et donc dans l'épisode de la semaine prochaine, il faudra être patient, je vous fais un peu teasing. Dans l'épisode de la semaine prochaine, Olivier nous racontera comment il a démarré son investissement, sa carrière d'investisseur professionnel en Espagne, comment aujourd'hui il vit de ses loyers grâce à des hauts rendements en Espagne et également comment il peut vous accompagner si vous êtes intéressé à investir aujourd'hui en Espagne. Je vous tease pas plus que ça, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'épisode et je vous remercie encore pour votre fidélité. À bientôt, ciao ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.